Ce qui est formidable sur les terrains vagues quand on y jouait, c'est que c'est tellement un terrain vague, c'est tellement il n'y a rien que pour imaginer qu'on joue les rois, qu'on joue une armée, qu'on joue les amoureux, il faut une grande précision de l'imaginaire. Donc au milieu de rien, des roues abandonnées, des pneus abandonnés, tout ça, il faut avoir une immense imagination, souvent dans l'enfance. Et voilà. Et donc c'est pour ça que je parle de cette notion de terrain vague qui nous est chère, quoi. Parce que quand on commence un travail, effectivement, pas avec un texte qui existe, pas avec des indications d'un auteur, eh ben, c'est la page blanche, c'est vraiment le vertige. C'est comme ça un désir intuitif de parler de quelque chose. Et puis on met plein de choses sur la table, des photos, des livres, des phrases, des extraits de films, des films entiers, des peintures, et qui relatent autour de cette thématique. Et puis on essaye tout un tas d'impros, de situations, parlées, non parlées. Voilà, une quantité folle d'improvisation. C'est vraiment nos premiers laboratoires. Pour que émerge, comme ça, une première écriture de plateau. Notre travail, c'est celui aussi du présent. Cette forme-là nous est importante. À travers l'improvisation pendant les répétitions et pendant les représentations, ça crée toujours de l'intranquillité, de la fragilité, de l'accidentel, de l'ici et maintenant, de ce qu'on appelle, dans un terme un peu technique, mais qui nous va bien, de l'hyper-présent. Et ça par-dessus tout, ça nous intéresse, et je pense que ça capte aussi les gens qui viennent nous voir. C'est comme une partition de musique, quoi. C'est pour ça que je compare toujours notre travail à un travail de jazz band, c'est-à-dire que c'est des solistes qui improvisent, mais ils ont plein de repères, un canevas. C'est-à-dire qu'ils savent où ils vont. Ils savent à un moment quand est-ce qu'il y a des rendez-vous. Et ça, ces rendez-vous, je les construis moi à travers ma mise en scène, à travers le montage que j'ai choisi. Au début, on essaye en répétition une soixantaine puis ça reste plus que 40, 30, 20, 15. Je choisis ces 15-là, et puis après on cherche l'ordre pour créer une dramaturgie. Parce que même s'il y a beaucoup de travail instinctif sur le plateau, même s'il y a beaucoup d'intuitif sur le plateau, après on pense à tout ce qu'on vient de faire. Et c'est là que naît la dramaturgie. Pour moi, on raconte des choses d'aujourd'hui avec des gens d'aujourd'hui qui parlent d'un langage, du langage d'aujourd'hui. C'est très important. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a... Au fond, je suis pas sûr... Enfin, c'est pour ça qu'il y a... c'est à travers cette... Il y a peut-être... Elle est là, la singularité. C'est que, par exemple, tu parlais d'amour avec les armoires normandes, j'aurais pu très bien monter... Tiens, on a envie de parler d'amour, qu'est-ce qu'on monte? On peut monter un Marivaux, un Musset. Bon là, c'est pour les gens qui sont très très classiques, hein. Il y a des auteurs contemporains. Mais en même temps, oui, c'est des auteurs formidables que j'ai connus, que j'ai joués. Enfin, je viens de cette école classique-là. Mais non, je considère qu'ils n'ont pas les mêmes mots aujourd'hui pour parler d'amour que... Enfin, c'est Coltès qui disait ça. Il disait que, comment dire, non, pour parler d'amour, je préfère nos mots d'aujourd'hui que ceux de Marivaux, même s'il en parle très bien. Parce que sinon, ça parle pas, ça connecte pas, quoi. C'est effectivement, moi, ça m'épouvante toujours quand le théâtre n'est qu'un musée, quoi, où tout d'un coup, on est là à essayer de se juger à travers, tiens, un tel a monté cette énième version d'Hamlet, et oh, c'est formidable, comment il a pensé, tout ça. C'est ça le théâtre, mais c'est aussi raconter des nécessités d'aujourd'hui, à travers nos mots d'aujourd'hui, et à travers des acteurs, des gens même, qui pourraient représenter, auxquels on pourrait s'identifier. Et je pense qu'on peut s'identifier à toutes les personnalités des Chiens de Navarre. Non, mais on essaye, à travers tout ce qu'on raconte, à travers tout ce qu'on observe, tout ce qu'on pointe, qu'on transforme, on transforme un peu la réalité, avec drôlerie, évidemment, avec férocité. Mais on essaye, on est très vigilant à ne donner aucun jugement sur les rôles, les personnages qu'on interprète. Voilà, c'est très important. Personne n'est sauvé dans ce qu'on raconte, ni nous-mêmes, ni le public, ni moi. Enfin voilà. Moi, je déteste le jugement. Qui peut être une espèce de condamnation, quoi. On incarne nous-mêmes nos maladresses, nos difficultés. Voilà. Et on peut en rire, on peut être méchant avec ça. Mais c'est pour ça que doit quand même se dégager une certaine forme de tendresse, de compassion, même s'il y a de la violence et de la férocité. Voilà. Mais pour nous, c'est important de montrer la maladresse, quelle que soit la thématique ou le sujet.
Il y a un rire de résistance obligatoirement. Il y a le rire allègre d'un bon gag ou d'une potacherie, effectivement, mais il y a un rire aussi un peu, de résistance, un terme qu'a inventé Jean-Michel Ribes, mais je le trouve approprié, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rire de ce qu'on voit, mais pourtant on va rire parce qu'il faut qu'on ait il faut qu'on fasse quelque chose de se refouler, quoi. C'est-à-dire oui, avec les chiens de Navarre, on aime bien raconter des choses tristes ou révoltantes, mais avec le rire. Voilà, il y a des compagnies ou des metteurs en scène qui racontent des choses tristes avec tristesse ou lyrisme. Nous, on raconte des choses tristes avec le rire. Il y a une forme de bouffonnerie, enfin au sens bouffon, hein, pas bouffonnerie, parce qu'aujourd'hui le mot est galvaudé dans sa définition, mais les vrais bouffons, c'est les bouffons du roi, c'était ceux qui pouvaient tout se permettre, tout dire, et le roi riait. C'est un peu comme ça nous on se définit. On peut dire tout, tout se permettre, même l'impensable. Enfin, il y a des gens quelquefois qui regardent nos pièces qui disent mais ils peuvent aller jusque là? Oui, tout le monde. Donc c'est possible. Enfin, et c'est un peu la définition du bouffon. Ils pouvaient tout se permettre. Ils pouvaient se payer la tête du roi face au peuple, et le roi lui-même riait. C'est vrai. Mais par contre, après, quand tout ça a été terminé, c'était le plus triste des êtres. C'est pas venu comme ça, là, immédiatement, justement, son urgence, sa nécessité. Je trouve qu'on n'est pas très loin, mais là, c'est notre côté peut-être un peu pessimiste. On n'est pas très loin de la guerre civile pour des notions d'identité, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même tellement de difficultés aujourd'hui dans notre pays qu'effectivement, on pense que c'est à cause de l'autre, pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente de différent. Donc il y a une telle crise identitaire qui peut paraître complètement fausse. Quand on voit que, par exemple, tout récemment, là, il y a un politicien que je ne citerai pas, qui a dit en France, il n'y a pas une culture française, il y a plusieurs cultures aujourd'hui. Et que cette phrase crée un tel scandale que c'est un peu incompréhensible. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse culture française? Elle n'a cessé d'évoluer. Même nous, on ne l'aperçoit pas. De toute façon, au niveau sociologique et au niveau historique, les choses avancent tellement lentement qu'on ne se rend pas compte des métamorphoses. Mais voilà, aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'endroit où de crispation, de clash, de débat, de haine sur les différences identitaires. Donc on interroge avec notre naïveté, tout en prenant pas non plus position. On s'est dit, tiens, on va essayer d'interroger, de savoir qu'est-ce que c'est que cette fameuse identité nationale, identité française. Voilà, à travers des voyages dans le passé, dans le présent, et peut-être même avec un peu d'immodestie, soyons visionnaires, voir ce que ça pourrait être dans le futur. Je dis ça parce qu'on a commencé à répéter. Toujours un peu délicat, hein, parce que, évidemment, comme on est sur d'écriture de plateau, l'improvisation, que les nécessités d'écriture changent tous les jours. Donc là, on est en pleine répétition, donc je pourrais affirmer qu'aujourd'hui c'est ça, mais peut-être que ça sera sensiblement, radicalement opposé le jour de la première ou du Fourvière. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Tout bêtement, si je rentre dans l'anecdote, même c'est à une sortie de représentation des Armoires normandes, il y avait un des acteurs qui était en dessous d'une lampe, et on a l'impression qu'il recevait les spectateurs comme s'il allait les psychanalyser. Et tout d'un coup est venue cette idée, on pourrait psychanalyser la France. Et ça, on ne peut pas psychanalyser un pays, enfin, c'est antinomique, c'est pas possible. Et voilà, et on s'est mis à ricaner, à penser, tiens, si on psychanalysait des figures passées qui ont construit la France, qui ont construit les grandes heures de la France ou les heures les plus sombres. Et c'était il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, donc ça date, c'était même pas... Et voilà comment a commencé notre premier terrain vague, entre guillemets. Tiens, si on allait faire une psychanalyse autant de De Gaulle que d'Obélix, que de Napoléon, que n'importe quelle figure qui pourrait représenter comme ça, qui a construit des choses. Et après, les choses ont évolué. C'était un point de départ, mais voilà.